En ce moment même, alors que vous regardez cette vidéo, des milliards de cellules à l'intérieur de votre corps travaillent sans relâche. Elles produisent de l'énergie, réparent des protéines, éliminent des déchets microscopiques et remplacent des composants usés avant même que vous ne remarquiez le moindre changement. Mais ce système n'est pas parfait. Avec le temps, de minuscules erreurs s'accumulent. Des protéines se déforment, des mitochondries perdent en efficacité. Certains mécanismes de réparation ralentissent progressivement. Ce processus silencieux ne se voit pas du jour au lendemain. Pourtant, c'est lui qui façonne ce que nous appelons le vieillissement biologique. Depuis quelques années, une idée intrigue de plus en plus les chercheurs. Et si le simple fait de ne pas manger pendant certaines périodes permettait à nos cellules de mieux se réparer? L'idée paraît presque contre-intuitive. Pendant des décennies, nous avons entendu qu'il fallait fournir régulièrement de l'énergie à notre organisme pour qu'il fonctionne au mieux. Pourtant, un nombre croissant d'études suggère qu'en l'absence temporaire de nourriture, le corps ne se met pas simplement en attente, il change complètement de stratégie. Au lieu de se concentrer principalement sur la croissance, il pourrait consacrer davantage de ressources à l'entretien, au recyclage et à la réparation. C'est précisément cette hypothèse qui a propulsé le jeûne intermittent au centre des recherches sur le vieillissement. Pour certains, c'est une révolution biologique. Pour d'autres, c'est surtout une tendance largement exagérée. Alors, qui a raison? Le jeûne intermittent ralentit-il réellement le vieillissement? Ou confond-on des effets métaboliques bien réels avec des promesses que la science n'a pas encore démontrées? La réponse est bien plus fascinante qu'un simple oui ou non. Car le véritable sujet n'est pas seulement le jeûne, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vos cellules lorsque les nutriments cessent d'arriver. À partir de cet instant, une série de capteurs moléculaires commence à modifier le comportement de votre organisme. Certains processus ralentissent, d'autres s'activent. Des mécanismes de réparation longtemps ignorés entrent progressivement en scène. Mais contrairement à ce que l'on entend souvent, aucun de ces systèmes n'agit comme un interrupteur magique. Le vieillissement lui-même est beaucoup plus complexe, et comprendre cette complexité est essentiel pour distinguer les faits scientifiques des mythes. Sous le microscope, le jeûne intermittent révèle une histoire bien différente de celle que racontent la plupart des réseaux sociaux. Une histoire où chaque cellule prend des décisions en permanence pour choisir entre grandir et se réparer. Et c'est précisément ce choix qui pourrait influencer la façon dont nous vieillissons. Mais avant de comprendre ce que le jeûne peut réellement changer, il faut d'abord répondre à une question beaucoup plus fondamentale. Qu'est-ce que le vieillissement biologique exactement? Avant de savoir si le jeûne intermittent peut ralentir le vieillissement, il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Vieillir ne signifie pas simplement compter les années. Deux personnes peuvent avoir exactement le même âge sur leur carte d'identité et pourtant présenter un état biologique complètement différent. L'une peut conserver une excellente énergie, une bonne force musculaire et une récupération rapide, tandis que l'autre commence déjà à ressentir une fatigue persistante, une perte de mobilité ou un déclin métabolique. Pourquoi? Parce que le temps n'est qu'une partie de l'histoire. Ce qui compte réellement, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vos cellules chaque seconde depuis votre naissance. Votre organisme est une immense société composée d'environ 30 à 40 milliards de cellules. Chacune possède une mission précise. Certaines fabriquent des hormones, d'autres transmettent des signaux nerveux, d'autres encore contractent vos muscles ou filtrent votre sang. Pour accomplir leur travail, ces cellules utilisent des protéines, des membranes, des mitochondries et un matériel génétique qui doivent tous rester fonctionnels. Mais rien n'est éternel. À chaque respiration, à chaque repas, à chaque mouvement, vos cellules produisent de l'énergie. Ce processus est indispensable à la vie. Pourtant, il génère également des sous-produits capables d'endommager progressivement certains composants cellulaires. Dans le même temps, les protéines vieillissent, les membranes perdent une partie de leur efficacité et les mitochondries, véritables centrales énergétiques de la cellule, deviennent parfois moins performantes. Heureusement, votre corps n'est pas un simple spectateur de cette usure. Il dispose d'une impressionnante équipe de maintenance. En permanence, des enzymes réparent l'ADN lorsqu'il subit des dommages. D'autres systèmes replient correctement les protéines lorsqu'elles commencent à perdre leur forme.
Des mécanismes spécialisés identifient les composants devenus défectueux avant de les démonter pour récupérer les matériaux encore utilisables. Sous le microscope, une cellule ressemble moins à un objet figé qu'à une immense ville en rénovation permanente. Des structures sont construites, d'autres sont réparées, certaines sont entièrement recyclées. Pendant des années, les scientifiques ont compris que le vieillissement ne provoquait pas un seul événement catastrophique. Il résulte plutôt d'un déséquilibre progressif entre deux forces opposées. D'un côté, les dommages s'accumulent inévitablement, de l'autre, les systèmes de réparation tentent continuellement de les limiter. Tant que ces mécanismes de maintenance suivent le rythme, les cellules restent remarquablement fonctionnelles. Mais avec l'âge, cette capacité d'entretien devient progressivement moins efficace. Certaines protéines endommagées échappent au recyclage, des mitochondries vieillissantes continuent de produire de l'énergie malgré une efficacité réduite, les voies de communication entre les cellules deviennent parfois moins précises. Peu à peu, ces petits changements finissent par produire des effets visibles à l'échelle de l'organisme. Mais voici la découverte qui a profondément changé la manière dont les chercheurs abordent cette question. Ils ont réalisé que le vieillissement ne dépend peut-être pas uniquement de la quantité de dommages accumulés. Il dépend aussi de la manière dont les cellules choisissent d'utiliser leur énergie. À certains moments, elles privilégient la croissance, la reproduction et le stockage. À d'autres, elles ralentissent ces activités pour consacrer davantage de ressources à l'entretien et à la réparation. Autrement dit, une cellule ne poursuit pas en permanence les mêmes priorités. Elle adapte constamment sa stratégie en fonction des informations qu'elle reçoit de son environnement. Et parmi les signaux les plus puissants figure quelque chose que nous vivons plusieurs fois par jour, la présence ou l'absence de nourriture. Car lorsqu'aucun apport énergétique n'arrive pendant plusieurs heures, vos cellules comprennent que leur environnement vient de changer. Elles commencent alors à modifier leur comportement d'une manière qui surprend encore de nombreux scientifiques. Ce changement ne consiste pas simplement à brûler davantage de graisse. Il déclenche une véritable réorganisation métabolique où certaines voies biologiques ralentissent pendant que d'autres deviennent soudainement prioritaires. C'est cette transition, quasi invisible de l'extérieur, mais spectaculaire à l'échelle cellulaire, qui constitue le véritable point de départ de toute l'histoire du jeûne intermittent. Et c'est précisément ce qui se passe dans votre organisme quand la dernière calorie absorbée disparaît progressivement de votre circulation sanguine. Le dernier repas est terminé. Les nutriments commencent à être absorbés, puis progressivement distribués dans tout l'organisme. Le glucose circule dans le sang. L'insuline augmente pour aider les cellules à utiliser cette énergie. Une partie est immédiatement consommée, tandis que l'excédent est stocké sous forme de glycogène dans le foie et les muscles, ou transformé en graisse si les réserves sont déjà bien remplies. Pendant cette période, votre corps fonctionne dans ce que les scientifiques appellent un état nourri. Tout indique à vos cellules que les ressources sont abondantes. Elles disposent de carburant, elles peuvent fabriquer de nouvelles protéines, construire de nouveaux composants, renouveler certains tissus. En d'autres termes, la priorité est donnée à la croissance, au stockage et à l'utilisation immédiate de l'énergie. Mais cette situation ne dure pas éternellement. Au fil des heures, le glucose provenant du repas diminue progressivement. L'insuline redescend. Le foie commence alors à libérer le glycogène qu'il avait mis de côté, afin de maintenir une glycémie suffisamment stable pour alimenter le cerveau, les globules rouges et d'autres organes essentiels. Pendant longtemps, beaucoup imaginaient que cette période n'était qu'une simple attente avant le prochain repas. La réalité est bien plus dynamique. À mesure que les réserves de glucose deviennent moins disponibles, votre organisme comprend qu'il ne peut plus fonctionner exactement de la même manière. Il doit devenir plus économe et plus flexible. C'est là qu'apparaît ce que les chercheurs appellent souvent le changement métabolique, ou metabolic switch. Ce n'est pas un interrupteur qui s'active soudainement à une heure précise, c'est une transition progressive. Chaque personne avance à son propre rythme, selon son alimentation, son niveau d'activité physique, sa masse musculaire, son état de santé et même son sommeil. Voilà pourquoi il est impossible d'affirmer qu'un même nombre d'heures déclenche exactement les mêmes mécanismes chez tout le monde. Lorsque les réserves de glucose deviennent moins disponibles, le corps augmente progressivement son recours aux acides gras stockés dans le tissu adipeux. Ces graisses sont transportées jusqu'au foie et à différents tissus où elles deviennent une source d'énergie de plus en plus importante.
Pour beaucoup de cellules, cette transition représente un véritable changement de carburant. On parle alors de flexibilité métabolique. Imaginez une voiture capable de fonctionner aussi bien à l'électricité qu'à un carburant liquide. Si elle ne pouvait utiliser qu'une seule source d'énergie, chaque variation d'approvisionnement deviendrait problématique. Votre organisme, lui, possède cette remarquable capacité d'adaptation. Lorsqu'il est en bonne santé, il peut passer progressivement d'une source d'énergie à l'autre en fonction des circonstances. Or, chez certaines personnes, cette flexibilité semble diminuer avec le temps. Une alimentation très riche en calories, une faible activité physique ou certains troubles métaboliques peuvent rendre cette transition moins efficace. C'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes ressentent rapidement une sensation de fatigue ou une forte envie de manger lorsqu'elles sautent un repas, alors que d'autres s'adaptent beaucoup plus facilement. Mais le changement de carburant n'est qu'une partie de l'histoire. À l'intérieur des cellules, plusieurs systèmes de surveillance observent en permanence la disponibilité des nutriments. Ils ne comptent pas les heures. Ils analysent l'environnement. Ils évaluent la quantité d'énergie disponible. Ils déterminent quelles priorités doivent être maintenues et lesquelles peuvent attendre. Parmi ces systèmes figurent certains des capteurs biologiques les plus fascinants découverts par la recherche moderne. Ils agissent comme des chefs d'orchestre invisibles. Lorsque les nutriments sont abondants, ils encouragent la croissance, la fabrication de nouvelles protéines et la multiplication des composants cellulaires. Lorsque l'énergie devient plus rare, son comportement évolue progressivement. Ils commencent à favoriser des programmes davantage orientés vers l'entretien, les économies d'énergie et la résistance au stress. C'est précisément cette capacité d'adaptation qui intrigue les chercheurs en longévité. Car si ces mécanismes ont évolué au cours de millions d'années, ce ne serait probablement pas pour prolonger notre espérance de vie moderne. Ils ont été créés pour augmenter les chances de survie lors des périodes où la nourriture était temporairement moins disponible. Autrement dit, le corps ne considère pas automatiquement un jeûne modéré comme une catastrophe. Il l'interprète souvent comme un signal demandant une meilleure gestion des ressources. Mais attention, cela ne signifie pas que plus le jeûne est long, meilleurs seront les résultats. Au-delà d'un certain point, les bénéfices potentiels peuvent diminuer, tandis que les risques augmentent. Les besoins nutritionnels, l'état de santé, l'âge, la prise de certains médicaments ou encore des situations particulières comme la grossesse peuvent complètement modifier l'équilibre entre avantages et inconvénients. C'est pourquoi les chercheurs insistent sur une idée essentielle. Le jeûne intermittent n'est pas une compétition d'endurance. Ce qui semble le plus important, c'est la manière dont il influence les mécanismes biologiques, et non simplement le nombre d'heures passées sans manger. Et parmi tous ces mécanismes, un lui est devenu presque légendaire. On lui attribue souvent des pouvoirs extraordinaires. On affirme qu'il nettoie les cellules, qu'il élimine tout ce qui est inutile, qu'il ralentit le vieillissement à lui seul. Son nom est l'autophagie. Mais lorsqu'on observe ce phénomène sous le microscope, la réalité se révèle bien plus complexe et bien plus fascinante. Le mot autophagie est devenu l'un des termes les plus populaires lorsqu'on parle de jeûne intermittent. Pour certains, il représente presque une formule magique. Selon de nombreuses vidéos ou publications sur Internet, il suffirait de ne pas manger pendant un certain nombre d'heures pour que l'organisme lance un immense nettoyage cellulaire capable de ralentir le vieillissement. Cette idée est séduisante, mais comme souvent en biologie, la réalité est beaucoup plus nuancée. Pour comprendre ce qu'est réellement l'autophagie, il faut oublier l'image d'une femme de ménage qui entre dans une maison une fois par semaine pour tout nettoyer. Vos cellules n'attendent jamais qu'il soit temps de faire le ménage. Elles entretiennent leur environnement en permanence. L'autophagie fait partie de cet entretien quotidien. Son nom vient du grec et signifie littéralement « se manger soi-même ». Cette expression peut sembler inquiétante. Pourtant, elle décrit en réalité un remarquable mécanisme de recyclage. Imaginez une immense usine fonctionnant 24 heures sur 24. Au fil du temps, certaines machines deviennent moins performantes, quelques pièces s'usent, d'autres sont endommagées, certaines ne fonctionnent plus correctement. Une usine intelligente ne continue pas à utiliser indéfiniment ses équipements défectueux. Elle démonte les éléments inutilisables, récupère les matériaux encore en bon état, puis les réutilise pour fabriquer de nouveaux composants. C'est exactement ce que réalise l'autophagie. À l'intérieur de la cellule, des structures spécialisées identifient certains composants devenus inutiles ou endommagés. Ces éléments sont ensuite enfermés dans une petite membrane qui agit comme un conteneur de recyclage.
Ce conteneur fusionne ensuite avec un compartiment rempli d'enzymes appelé lysosome. Là, les protéines, les fragments de membrane ou certains organites sont progressivement décomposés en molécules plus simples. Rien n'est gaspillé. Les acides aminés, les lipides et d'autres constituants sont réutilisés pour construire de nouvelles structures lorsque la cellule en a besoin. Autrement dit, l'autophagie n'est pas un système de destruction, c'est avant tout un système de recyclage et d'économie. Et c'est précisément cette efficacité qui intéresse les chercheurs. Car avec l'âge, plusieurs études suggèrent que certains mécanismes de recyclage deviennent progressivement moins performants. Lorsque des protéines anormales s'accumulent, elles peuvent perturber le fonctionnement cellulaire. Lorsque certaines mitochondries vieillissantes continuent à fonctionner malgré leurs défauts, elles produisent parfois davantage de molécules réactives susceptibles d'endommager leur environnement. Dans ces situations, un recyclage efficace pourrait contribuer à maintenir un meilleur équilibre cellulaire. Mais il est important de préciser une chose essentielle. L'autophagie n'est pas une invention du jeune. Elle existe déjà chez chaque être humain. Même lorsque vous mangez normalement, vos cellules utilisent continuellement cette voie de recyclage pour assurer leur maintenance. Le jeûne ne crée donc pas l'autophagie, il peut simplement modifier les conditions dans lesquelles certains types d'autophagie deviennent plus actifs. Et c'est ici que naît l'une des plus grandes confusions. On entend souvent des affirmations très précises. L'autophagie commence exactement après 12 heures, elle explose après 16 heures et elle atteint son maximum après 24 heures. En réalité, la science ne permet pas de fixer une horloge universelle. Pourquoi ? Parce que mesurer directement l'autophagie chez l'être humain est extrêmement difficile. Contrairement à une prise de sang classique, il n'existe pas de test simple capable d'indiquer en temps réel le niveau exact d'autophagie dans tous les organes. La plupart des connaissances proviennent d'études réalisées chez l'animal, sur des cellules cultivées en laboratoire ou à partir de techniques très spécialisées appliquées dans des contextes de recherche. Chez l'être humain, les réponses varient considérablement. L'âge, le sexe, le niveau d'activité physique, la composition corporelle, le dernier repas, le sommeil, le stress, les maladies métaboliques, tous ces facteurs peuvent influencer la manière dont les cellules réagissent à une période sans nourriture. C'est pourquoi les chercheurs évitent généralement de promettre qu'un nombre précis d'heures tranchera automatiquement une grande opération de nettoyage. La biologie ne fonctionne pas rarement avec des interrupteurs, elle préfère les gradients, les ajustements progressifs, les adaptations permanentes. Plus fascinant encore, l'autophagie n'est pas un mécanisme unique, il existe plusieurs formes d'autophagie. Certaines éliminent principalement des protéines, d'autres ciblent des agents pathogènes, et l'une des plus étudiées aujourd'hui concerne les mitochondries. Souvenez-vous de ces minuscules centrales énergétiques dont nous avons parlé. Chaque cellule peut en contenir des centaines, voire des milliers. Elles fabriquent la majeure partie de l'énergie nécessaire à votre organisme, mais elles aussi vieillissent. Lorsqu'une mitochondrie devient inefficace, la cellule peut décider de l'éliminer grâce à une forme spécialisée d'autophagie appelée mitophagie. Pourquoi est-ce si important ? Parce qu'une mitochondrie défaillante ne produit pas seulement moins d'énergie, elle peut aussi perturber l'équilibre de toute la cellule. En recyclant les mitochondries les plus abîmées et en favorisant leur renouvellement, l'organisme pourrait contribuer à préserver une meilleure qualité énergétique au fil du temps. Voilà pourquoi de nombreux chercheurs pensent aujourd'hui que le vieillissement ne dépend pas uniquement de la quantité de cellules que nous possédons, il dépend aussi de leur qualité. Et cette qualité repose en grande partie sur la capacité à entretenir, réparer et renouveler leurs composants les plus essentiels. Mais encore, cette vision reste incomplète. Pendant longtemps, l'autophagie a occupé presque toute l'attention médiatique. Pourtant, les biologistes savent désormais qu'elle n'agit jamais seule. En réalité, elle fait partie d'un immense réseau de communication cellulaire où plusieurs chefs d'orchestre travaillent simultanément. Certains détectent l'abondance des nutriments, d'autres surveillent le niveau d'énergie disponible, d'autres encore décident s'il faut construire, réparer, économiser ou se défendre contre différents types de stress. Et c'est précisément cette conversation permanente entre ces voies moléculaires qui pourrait expliquer pourquoi le jeûne intermittent influence le vieillissement de manière bien plus complexe qu'on ne l'imaginait au départ.
Car l'autophagie n'est peut-être pas la vedette de cette histoire. Elle n'est qu'un membre d'un orchestre biologique beaucoup plus vaste, dont les véritables chefs portent des noms aussi mystérieux que AMPK et mTOR. Jusqu'à présent, nous avons suivi une seule piste, l'autophagie. Elle est souvent présentée comme la grande héroïne du jeûne intermittent. Pourtant, si vous pouviez observer une cellule vivante sous un microscope suffisamment puissant, vous découvririez une réalité beaucoup plus impressionnante. Aucune voie biologique ne travaille seule. Chaque décision prise par une cellule résulte d'une conversation permanente entre des dizaines de systèmes capables d'analyser leur environnement presque en temps réel. La quantité de nutriments, le niveau d'énergie, les réserves disponibles, la présence d'un stress, la nécessité de fabriquer de nouvelles protéines ou, au contraire, celle de réparer les structures existantes. Toutes ces informations sont intégrées avant qu'une seule décision ne soit prise. Parmi les acteurs les plus importants de cette immense conversation figurent deux protéines devenues incontournables dans la recherche sur le vieillissement. Leurs noms paraissent techniques, AMPK et mTOR. Pourtant, leur rôle peut être compris avec une image très simple. Imaginez une grande ville. Lorsqu'elle dispose d'abondantes ressources, elle construit de nouveaux immeubles, développe ses infrastructures et investit dans sa croissance. En revanche, lorsqu'une période plus difficile survient, elle ralentit les nouveaux projets pour consacrer davantage de moyens à l'entretien des routes, à la réparation des bâtiments et à l'utilisation plus efficace de ce qu'elle possède déjà. Vos cellules fonctionnent de manière étonnamment similaire. mTOR agit comme un responsable de la croissance. Lorsque les nutriments sont abondants, notamment certains acides aminés et l'insuline, cette voie favorise la fabrication de nouvelles protéines, la croissance cellulaire et de nombreux processus liés au développement. Dans un organisme jeune en pleine croissance, cette activité est indispensable. Elle permet de construire les tissus, de réparer les muscles, de soutenir le renouvellement cellulaire. Sans mTOR, la vie serait impossible. Mais comme beaucoup de mécanismes biologiques, son efficacité dépend de l'équilibre. Une stimulation permanente de la croissance n'est pas forcément idéale lorsque les cellules accumulent progressivement des composants endommagés. C'est ici qu'entre en jeu AMPK. Cette protéine agit comme un détecteur du niveau d'énergie. Lorsque les réserves cellulaires diminuent, AMPK s'active progressivement. Son message est simple. L'énergie devient plus précieuse. Utilisons-la intelligemment. Elle encourage alors les cellules à produire davantage d'énergie, à améliorer leur efficacité métabolique et à limiter certains processus très coûteux. Autrement dit, pendant que mTOR dit souvent « construisons davantage », AMPK répond plutôt « commençons par entretenir ce qui existe déjà ». Le jeûne intermittent ne consiste donc pas simplement à déclencher l'autophagie. Il modifie progressivement l'équilibre entre ces différentes voies de signalisation. Ce changement est subtil, progressif, réversible et surtout, il dépend énormément du contexte biologique de chaque individu. C'est précisément cette interaction entre AMPK et mTOR et d'autres voies de signalisation qui explique pourquoi les chercheurs parlent aujourd'hui davantage de réseaux métaboliques que de mécanismes isolés. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car ces signaux influencent également les mitochondries. Vous vous souvenez probablement de ces minuscules centrales énergétiques présentes dans presque toutes les cellules de votre corps. Leur mission est extraordinaire. Transformer les nutriments en une molécule appelée ATP, véritable monnaie énergétique utilisée pour pratiquement toutes les fonctions cellulaires. Chaque battement de votre cœur, chaque pensée, chaque contraction musculaire, chaque réparation, tout dépend de cette énergie. Pourtant, les mitochondries ne sont pas de simples batteries. Elles communiquent avec le reste de la cellule. Elles s'adaptent, elles fusionnent parfois entre elles, elles se divisent, elles sont remplacées lorsqu'elles deviennent moins performantes. Certaines études suggèrent que les périodes d'alternance entre alimentation et jeûne pourraient favoriser une meilleure qualité du réseau mitochondrial, notamment en stimulant le renouvellement des mitochondries les plus efficaces et l'élimination de celles qui fonctionnent moins bien. L'objectif n'est pas d'avoir davantage de mitochondries. L'objectif est d'avoir des mitochondries plus performantes. Cette distinction est essentielle. Un autre domaine attire aujourd'hui beaucoup d'attention, l'inflammation. Lorsque vous entendez ce mot, vous pensez peut-être immédiatement à une blessure ou à une infection.
Pourtant, les chercheurs distinguent également une forme beaucoup plus discrète. Une inflammation chronique de légère intensité. Elle ne provoque généralement pas de douleurs importantes ni de symptômes spectaculaires. Mais plusieurs travaux suggèrent qu'elle pourrait participer au développement de nombreuses maladies liées à l'âge, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et certaines maladies neurodégénératives. Certaines études indiquent que le jeûne intermittent pourrait contribuer à améliorer certains marqueurs inflammatoires chez certaines personnes. Cependant, les résultats restent variables. Ils dépendent de nombreux facteurs. La qualité de l'alimentation, le poids initial, l'activité physique, le sommeil, le niveau de stress. Autrement dit, le jeûne ne fonctionne jamais dans le vide. Il interagit avec l'ensemble de modes de vie. C'est également ce que montrent les recherches sur la sensibilité à l'insuline. Chez des personnes présentant une résistance à l'insuline ou un excès de poids, plusieurs essais cliniques rapportent qu'un jeûne intermittent bien encadré peut améliorer la manière dont l'organisme répond à cette hormone. Cette amélioration peut favoriser un meilleur contrôle de la glycémie et réduire certains facteurs de risque métabolique. Mais là encore, la prudence est indispensable. Ces bénéfices ne sont ni universels ni garantis. Toutes les personnes ne répondent pas de la même façon. Et surtout, il est essentiel de distinguer les mécanismes biologiques prometteurs des preuves directes sur la longévité humaine. C'est probablement le point le moins bien compris dans les médias. Chez de nombreux animaux de laboratoire, certaines formes de restriction énergétique ou de jeûne peuvent augmenter la durée de vie. Chez l'homme humain, la situation est beaucoup plus complexe. Nous vivons bien plus longtemps. Notre environnement est différent, nos habitudes alimentaires sont variées, nos maladies sont multiples. Et il est pratiquement impossible de réaliser des essais contrôlés pendant plusieurs décennies pour démontrer qu'une seule intervention augmente réellement l'espérance de vie. Les chercheurs utilisent donc des indicateurs indirects. Ils observent les marqueurs métaboliques, la composition corporelle, la pression artérielle, les profils lipidiques, les marqueurs inflammatoires, la sensibilité à l'insuline, la santé cardiovasculaire. Tous ces éléments sont associés à un vieillissement en meilleure santé. Mais ils ne sont pas une preuve que le jeûne à lui seul ralentit le vieillissement humain. En réalité, la conclusion scientifique actuelle est bien plus élégante que les slogans. Le jeûne intermittent semble créer un environnement biologique favorable à plusieurs mécanismes impliqués dans le maintien de la santé cellulaire. Cependant, il ne remplace pas une alimentation équilibrée, ni une activité physique régulière, ni un sommeil suffisant et les autres habitudes qui influencent profondément notre vieillissement. Et c'est précisément cette nuance qui change complètement la façon de voir le jeûne. Il ne s'agit pas de trouver un raccourci vers la longévité. Il s'agit de comprendre comment utiliser un outil parmi les autres. Mais alors, une question demeure. Si les mécanismes sont prometteurs mais que les résultats varient d'une personne à l'autre, qui peut réellement tirer profit du jeûne intermittent? Et surtout, pour qui cette pratique peut être inadaptée, voire risquée? Après avoir exploré les mécanismes cellulaires, une question essentielle reste en suspens. Que signifie tout cela dans la vraie vie? Si le jeûne intermittent influence réellement certains processus associés au vieillissement, faut-il en conclure que tout le monde devrait s'y mettre? La réponse est beaucoup moins simple que les titres accrocheurs que l'on voit souvent circuler. Car en biologie, il existe une règle qui revient sans cesse. Le contexte est presque aussi important que le mécanisme lui-même. Prenons deux personnes. La première présente un excès de poids, une faible sensibilité à l'insuline, une alimentation très étalée sur toute la journée et un mode de vie plutôt sédentaire. La seconde est déjà mince, physiquement active, dort suffisamment, suit une alimentation équilibrée et possède un excellent état métabolique. Ces deux personnes ne commenceront pas au même point. Leur organisme n'enverra pas les mêmes signaux. Leurs cellules ne réagiront pas exactement de la même manière. C'est pourquoi les chercheurs observent souvent des bénéfices plus marqués chez les personnes dont le métabolisme est déjà perturbé. Chez ces individus, certaines études rapportent des améliorations de la sensibilité à l'insuline, de la glycémie, de certains marqueurs cardiovasculaires et parfois de la composition corporelle. En revanche, chez des personnes déjà en excellente santé, les effets peuvent être beaucoup plus modestes. Cela ne signifie pas que le jeûne est inutile. Cela signifie simplement que lorsqu'un système fonctionne déjà efficacement, la marge d'amélioration est naturellement plus limitée.
Mais il existe un autre point souvent oublié. Le jeûne intermittent ne correspond pas à une alimentation. C'est un horaire alimentaire. Autrement dit, il répond principalement à la question « Quand mangez-vous » Il ne répond pas automatiquement à une autre question tout aussi importante « Que mangez-vous » Il est tout à fait possible de pratiquer un jeûne intermittent tout en consommant une alimentation pauvre en nutriments, riche en sucres ajoutés et en aliments ultra transformés. Dans ce cas, les bénéfices potentiels du jeûne risquent d'être largement limités. À l'inverse, une alimentation riche en légumes, en fruits, en protéines de qualité, en légumineuses, en céréales complètes, en noix et en bonnes sources de lipides peut soutenir les mécanismes de réparation dont nous avons parlé. Autrement dit, le jeûne intermittent ne remplace jamais la qualité nutritionnelle. Les deux agissent ensemble. Il en va de même pour l'activité physique. L'exercice stimule lui aussi plusieurs voies biologiques impliquées dans la santé métabolique. Il améliore la sensibilité à l'insuline. Il favorise le renouvellement mitochondrial. Il contribue au maintien de la masse musculaire, un facteur essentiel pour bien vieillir. Dormir suffisamment joue également un rôle majeur. Pendant le sommeil, de nombreux processus de réparation sont renforcés. Une personne qui pratique le jeûne mais dort régulièrement 5 heures par nuit ne crée probablement pas un environnement biologique aussi favorable qu'une personne qui associe une alimentation équilibrée, un sommeil de qualité, une activité physique régulière et un rythme alimentaire cohérent. C'est pourquoi les spécialistes parlent aujourd'hui davantage de mode de vie global que d'intervention isolée. Le jeûne n'est qu'une pièce du puzzle, une pièce potentiellement intéressante, mais seulement une pièce. Il faut également rappeler que cette pratique ne convient pas à tout le monde. Certaines personnes ne devraient pas entreprendre un jeûne intermittent sans avis médical. C'est notamment le cas des femmes enceintes ou allaitantes, des enfants et des adolescents en pleine croissance, des personnes souffrant de certains troubles du comportement alimentaire, ainsi que des personnes prenant certains traitements, notamment pour le diabète, chez qui le risque d'hypoglycémie peut être augmenté. Dans ces situations, les risques peuvent dépasser les bénéfices potentiels. La prudence reste donc indispensable. Même chez une personne en bonne santé, le meilleur jeûne est rarement le plus long. Notre organisme n'a pas été conçu pour vivre dans un état permanent de privation. Il alterne naturellement entre des périodes d'abondance et des périodes de disponibilité énergétique plus faibles. L'équilibre est au cœur de son fonctionnement. Cette idée est peut-être la plus importante de toute cette enquête scientifique. Les cellules n'ont pas seulement besoin de phases de réparation, elles ont aussi besoin de matériaux pour reconstruire. Les protéines alimentaires permettent de renouveler les muscles. Les vitamines et les minéraux soutiennent des centaines de réactions chimiques. Les acides gras essentiels participent au fonctionnement des membranes cellulaires. Sans apport nutritionnel suffisant, aucun mécanisme de réparation ne peut fonctionner durablement. Le véritable objectif n'est donc pas de rester le plus longtemps possible sans manger. Le véritable objectif est de créer un rythme permettant à l'organisme de bénéficier à la fois de périodes d'alimentation de qualité et de périodes où certaines voies de maintenance peuvent s'exprimer davantage. Lorsque l'on observe cette question sous le microscope, une conclusion s'impose. Progressivement, le jeûne intermittent ne semble pas être un remède miracle contre le vieillissement. Il ne peut pas arrêter le temps, il ne peut pas effacer des décennies de mauvaises habitudes, il ne peut pas compenser un manque chronique de sommeil, une alimentation déséquilibrée et une absence totale d'activité physique. En revanche, les recherches actuelles suggèrent qu'il peut modifier certains mécanismes fondamentaux impliqués dans le fonctionnement cellulaire. Il peut favoriser une meilleure flexibilité métabolique, influencer les voies de signalisation liées à l'énergie, soutenir dans certaines conditions des processus de recyclage cellulaire et améliorer plusieurs marqueurs associés à une meilleure santé métabolique. Ces effets sont prometteurs, mais ils doivent être interprétés avec rigueur. La science avance rarement par certitudes absolues. Elle progresse en accumulant des preuves, en corrigeant ses hypothèses et en affinant sa compréhension du vivant. Aujourd'hui, les chercheurs ne demandent plus seulement si le jeûne intermittent fonctionne, ils cherchent à comprendre pour qui, dans quelles conditions, avec quelle fréquence et en association avec quels autres comportements il peut offrir les meilleurs résultats. Cette évolution est révélatrice. Elle montre que la véritable révolution ne réside pas peut-être dans le jeûne lui-même, elle réside dans une nouvelle manière de penser le vieillissement. Pendant longtemps, nous avons considéré l'âge comme une simple accumulation d'années.
Nous découvrons désormais qu'il s'agit aussi d'une histoire de communication cellulaire, d'adaptation métabolique et d'équilibre entre croissance et réparation. Chaque manger, chaque nuit de sommeil, chaque séance d'activité physique, chaque période sans nourriture envoie des informations à vos cellules. Nulle de ces décisions ne détermine à elle seule votre avenir, mais ensemble, elles façonnent progressivement l'environnement dans lequel votre organisme vieillira. Et c'est peut-être là la leçon la plus fascinante révélée par le microscope. Le vieillissement n'est pas un interrupteur que l'on peut éteindre. C'est un dialogue permanent avec notre biologie. Et chaque jour, nos cellules nous répondent.